Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 3 minutes, on est lundi le 11 décembre. On vous souhaite bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi. On est dans une première vague de froid pour la région là. Ouais. La première de l'hiver, c'est pas évident. Faut s'habiller plus chaudement que d'habitude. Moi, j'aimais ça les débuts de saison avec plein de neige. D'habitude, c'est moins froid quand il neige. Effectivement, moi aussi. En tout cas, on aura de la température un peu en dents de scie là cette semaine, peut-être une tempête également mercredi. On suivra ça bien sûr. On est aussi dans le décompte pour l'émission. Il nous reste 2 semaines exactement avant la pause du temps des fêtes. Ça fait 8 émissions, Ouais. donc jusqu'à jeudi, on va être là tous les midis avec des entrevues, notre émission d'affaires publiques, et la semaine prochaine également. Après ça, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes et revenir bien sûr en 2018 avec la même formule. Exactement. Et ce midi, Jean, on va aller dans plein de domaines différents là pendant l'émission. Oui, ce matin, il y avait un point de presse de la députée du Parti québécois dans notre comté, à Sept-Îles, donc comté de Duplessis, Lorraine Richard. Elle vient juste d'arriver là dans le studio, l'ambiance. Ça, c'est avant de rentrer dans notre studio. Elle sera avec nous en direct dans quelques minutes. On sait que 2018, c'est une année électorale, ça s'en vient. Elle sera candidate dans le comté de Duplessis à la prochaine élection et elle se méfie présentement des cadeaux du Parti libéral du Québec qui s'en vient. D'ailleurs, le ministre Pierre Arcan sera avec nous cette semaine d'entrevue exclusive vendredi matin sur ton émission. Donc, on aura l'autre côté de la médaille aussi au cours de la semaine avec Pierre Arcan en entrevue. Mais ce midi, c'est Lorraine Richard qu'on reçoit, la députée de Duplessis, avec qui on fait le bilan de la récente session parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Toi, t'es allé samedi au tournage du film de l'auteur Naomi Fontaine. Exactement, le film Quisipan qui est en tournage présentement chez nous. On en a souvent parlé parce qu'on cherche souvent des figurants. Il y a plein de gens qu'on va voir à l'écran quand ce film-là va sortir. Et là, samedi, on était invité justement à aller sur le plateau. J'ai pu jaser avec la réalisatrice Myriam Véro là du travail qu'ils font présentement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les acteurs dans le film sont de chez nous. C'est vraiment de jeunes Inuits de Uashat qui sont dans le film. Je dis de jeunes, mais il y a des jeunes, des moins jeunes. Vraiment, là, ils sont allés chercher beaucoup d'authenticité avec tout ça. Et en plus de jaser avec la réalisatrice, j'ai jasé aussi avec 2 acteurs, Cédric Ambroise et Anis Déterre, qui vont nous dire un petit peu comment ça se déroule, leur expérience. C'est un jeune et une moins jeune. Oui, exactement. Donc, voilà, vers 12h25, on vous propose un retour sur ce tournage cette fin de semaine. Ils ont été très disponibles en même temps pour les médias là au cours de cet événement à la salle Louis-Jean Cormier. On va parler également de l'état des sentiers de motoneige. On est en avance, de bonnes conditions. En fin de semaine, il y a pas mal d'amateurs de motoneige qui en ont profité de ces bonnes conditions. Un bon couvert de neige et de glace présentement. Michel Thibault, qui est toujours le président de la Fédération des clubs de motoneigistes de la Côte-Nord et président du club Haute-Pique à Sept-Îles, va être avec nous en direct à 12h40 pour faire le point sur le sentier Trans-Québec qui est quand même accessible à 90%. Là, le travail est fait entre Sept-Îles et Clark-Cité, entre autres. Là, on va s'attarder cette semaine à ouvrir le secteur de Galix. On travaille du côté de Moisy également. Donc, tous les détails avec le président Michel Thibault. Et en fin d'émission, Côte-Nord Attitude, notre chronique La Nouvelle d'intérêt. Steve Chappado vient nous parler de Mine Arnaud, qui a franchi une nouvelle étape la semaine dernière vers un projet clé en main avec la progression des démarches auprès du gouvernement du Canada concernant les autorisations environnementales, entre autres, une entente avec Pêche et Océan. On parle de tout ça, progression du projet Mine Arnaud, donc avec Steve Chappado à la chronique La Nouvelle d'intérêt. Et avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité. Actualité Pure FM. Mais d'abord, 70% des jeunes Inuits de la Côte-Nord s'intéressent aux sciences de la mer. C'est ce que révèle un sondage réalisé dans le cadre d'un projet sur la biodiversité marine qui a rejoint 900 élèves des écoles autochtones de 6 communautés de la région. L'agence AMIC d'Ouachat, spécialisée dans les pêches commerciales, a ainsi réalisé une tournée d'ateliers scientifiques interactifs sur le thème « La mer et le littoral » dans 7 écoles primaires.
Un atelier portait sur les mammifères marins et un autre sur le homard. Ils seront adaptés pour les élèves des écoles secondaires Innu l'an prochain, selon la chargée de projet de l'agence AMIC, Julie-Christine Martin. Les jeunes ont démontré beaucoup d'intérêt. Elle rappelle que l'avenir d'une industrie de la pêche durable est entre les mains des générations futures. Le tournage du film inspiré du premier roman de l'auteur Innu Naomi Fontaine a franchi une autre étape importante samedi à la salle Louis-Jean Cormier, de l'école Manicouté. L'auteur Naomi Fontaine souhaite montrer une belle image des jeunes et des communautés autochtones de la Côte-Nord grâce à cette œuvre cinématographique. Juste les moments qu'elle a choisi de filmer, par exemple, à l'Arena, je pense que ça va vraiment faire ressortir une autre vision de la communauté, pas celle à laquelle on est habitué, qui est tout plein d'actualités vraiment dramatiques. Tout ça, on va voir vraiment un autre côté, la vie au quotidien, puis qu'il y a plein de chemins possibles dans ces communautés-là, en tout cas dans la nôtre. La réalisatrice Myriam Véraud croit que la collaboration d'acteurs de la région qui ne sont pas des professionnels va enrichir le film. Ça porte de la vérité puis de l'authenticité. Pour moi, je les traite comme des professionnels. Ils poussent fort, puis au cinéma, on peut faire ça. Au théâtre, il y a d'autres manières de diriger des acteurs, puis on peut trouver des façons de les amener à un niveau de professionnel. L'équipe du film Kwesipan réalise des tournages à Ouachat, Sept-Îles et Maliotenam depuis le 13 novembre. Il n'y a pas que le ski à Galix qui a commencé tôt cette année. Les conditions de motoneige étaient déjà excellentes cette fin de semaine. Le sentier entre Pentecôte et Moisy ouvrira officiellement jeudi. Il était praticable à 90% hier. Les clubs de motoneige de Sept-Îles et Port-Cartier multiplient les efforts pour rendre le sentier sécuritaire. Selon le président du club Haute-Pique et président de la Fédération des clubs de motoneigistes de la Côte-Nord, Michel Thibault, il faut être prudent avec certains trous d'eau chaude qui persistent là dans les plaines, près de Moisy et près de Pentecôte également. L'entretien, le balisage et la signalisation du sentier Trans-Québec par les clubs de Baie-Trinité, Port-Cartier et Sept-Îles a commencé jeudi. Les conditions sont meilleures que l'an dernier avec un bon couvert de neige. La circulation en motoneige se fait déjà abondante sur certains plans d'eau comme au lac des Chênes. Le club Haute-Pique de Sept-Îles expérimente une nouvelle méthode avec 2 surfaceuses distinctes qui parcourent le sentier à 24 heures d'intervalle. L'entretien est complété de Sept-Îles à Clark-Cité. Michel Thibault sera notre invité vers 12h40. La Commission municipale du Québec veut des mesures d'urgence à Baie-Trinité. Un observateur a produit un rapport qui soulève plusieurs problèmes de gestion dans la petite municipalité située à mi-chemin entre Bécomo et Sept-Îles. Il recommande entre autres de congédier le directeur général, de bien encadrer le nouveau conseil élu le 5 novembre et d'embaucher l'ancien maire de Bécomo, Claude Martel, comme mentor. La municipalité de Baie-Trinité a réalisé un déficit de 230 000 $ en 2015. Le rapport financier de 2016 n'a pas été produit et des taxes n'ont pas été perçues. Et puis, les clients de la Société des alcools à Sept-Îles sont invités par la CSN, la FTQ et les métallos à signer pour la consigne des bouteilles de vin et de spiritueux. Des militants syndicaux faisaient la promotion de la campagne vers la fin du gaspillage samedi midi sur le boulevard L'Or. Des leaders des 3 syndicats ont rappelé en conférence de presse que seulement 14% du verre placé dans les bacs de récupération est bien recyclé, alors que la consigne fonctionne très bien au Québec pour les bouteilles de bière. La campagne syndicale propose d'instaurer une consigne à 25 cents sur chaque bouteille. La CSN, la FTQ et le syndicat des métallos demandent à la SAQ et au gouvernement du Québec de prendre leurs responsabilités. Le Québec est une des seules provinces au pays à ne pas avoir de consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux. Voilà, ça complète. Merci beaucoup, Jean. On fait une courte pause et ensuite, on reçoit la députée de Duplessis, Lorraine Richard. Attitude. Le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles tient à aviser la population que les inscriptions pour les cours de natation, aquaforme et l'entraînement aquatique pour la session hiver 2018 se tiendra les 12 et 13 décembre à l'entrée de l'école Manicouté de 18h30 à 21h. Pour plus d'informations, contactez Madame Carianne Ouellette au 88 444 0049. Salut, c'est Marilou. Pour les fêtes, vous souhaitez cuisiner une délicieuse bûche au caramel et à la noisette? Hey, pour vrai, là, qui cuisine ça, une bûche? C'est bien moins compliqué de l'acheter toute faite.
La bûche 3 fois par jour, ça arrive rien qu'une fois par année, en exclusivité chez IGA. Dans le temps des fêtes, il faut savoir profiter des moments en famille. Mais il faut aussi savoir profiter des rabais. Jusqu'au 13 décembre, chez IGA, les poitrines de poulet frais désossées en emballage familial sont à seulement 4,49 $ la livre. IGA, le plaisir de célébrer. Olivier Nissan est à la recherche d'un apprenti mécanicien ou mécanicienne à temps plein 40 heures semaine. Formation donnée par l'employeur, qualité requise, fiable, aimer le travail bien fait et minutieux. Donc, si vous avez des aptitudes en mécanique, venez porter votre candidature au 115 Monseigneur-Blanche ou par courriel à ebourgeois@commercial-groupeolivier.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. La députée Lorraine Richard faisait le bilan de la dernière session en point de presse ce matin. On va le faire nous aussi. On va parler aussi de 2018. C'est une année électorale. Elle l'a déjà dit, elle l'a répété ce matin. Lorraine Richard sera candidate pour son parti, le Parti québécois, dans notre comté de Duplessis pour cette élection en octobre 2018. Bonjour Lorraine. Bonjour. Alors, bilan là du PQ, j'ai écouté celui de ton chef Jean-François Lisée en fin de semaine. Là, le PQ est quand même en chute libre dans les sondages. Ça n'a pas été des mois faciles. Là. Il y a la CAQ qui va chercher toute l'attention, me semble, ces jours-ci. Bon, ça dépend comment on voit les choses. Tu sais, les sondages, moi je dis tout le temps, c'est la température du jour. Est-ce que je minimise le fait que nous ne sommes pas ce que je voudrais qu'on soit dans les sondages? La réponse, c'est non. Mais on est quand même encore à 10 mois de l'élection et moi, je demeure convaincue que quand les gens vont regarder vraiment ce que le Parti québécois a à leur offrir, ils vont se revenir au Parti québécois. On le dit souvent, la CAQ, c'est un peu le club école, si on veut, des libéraux. La preuve, c'est que les libéraux prennent certaines projets, certaines choses de la CAQ, puis ils mettent de l'avant. Pour moi, c'est un peu du pareil au même. Ouais. Là, 2018, ça va être bien sûr l'élection. C'est pas la prochaine session, mais bon, même ton communiqué de presse de ce matin, là, on se méfie des cadeaux du PLQ. C'est ça qui risque d'arriver en 2018 dans le comté ici. On va peut-être nous annoncer le prolongement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon. Ce serait déjà acceptable. Ça, le fun, non? On sera pas étonné s'ils nous réannoncent la continuité pour la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon. Je pense que je suis députée depuis 2003. Et à chaque campagne électorale, ça revient dans l'actualité. Les libéraux, entre autres, nous disent oui, on va de l'avant avec le projet pour désenclaver la Basse-Côte, mais qu'est-ce qu'on a eu de concret au cours des 15 dernières années? C'est le fiasco qu'il y a eu avec Pacatane, là. Pas eu vraiment de volonté de la part du gouvernement libéral de travailler de concert avec le MTQ, entre autres, pour que celle-ci soit maître d'œuvre, des sommes vraiment allouées dans un budget et sur une période de temps fixe pour dire, regarde, voici l'objectif qu'on veut atteindre en telle année. Et vraiment, sérieusement, travailler sur ce projet-là, ça n'a jamais été fait, selon moi. Ils vont nous revenir sûrement avec le quai de Port-Cartier. Il faut se rappeler qu'à la dernière campagne électorale, nous avions l'ancienne mairesse de Port-Cartier qui était candidate pour les libéraux. Celle-ci, ainsi que le premier ministre, et c'est même dans leur plateforme, avaient promis le quai de Port-Cartier. Ils vont revenir avec certaines promesses, c'est leur façon de faire. Et c'est sûr que les libéraux ne joueront pas sur leur bilan, qui est extrêmement négatif. On l'a senti dans plusieurs sorties publiques de la députée, même dans des interventions en chambre là à l'Assemblée nationale au cours de la dernière session. C'est la santé là qui est ta principale préoccupation. Là, on parle d'un déficit dans le réseau de la santé de 15 millions sur la Côte-Nord. C'est pas légal, ils n'ont pas le droit de faire un déficit. Ça veut peut-être dire que dans la prochaine année, ils vont être obligés de couper 30 millions, là, résorber le déficit, puis ils vont avoir 15 millions de moins. C'est extrêmement inquiétant. Ils n'ont pas le droit de faire du déficit. Vous en faites mention. Maintenant, ils ont un accompagnateur. C'était ça ou c'était la tutelle. La réforme Barrette a fait mal, particulièrement sur la Côte-Nord, où on aurait dû avoir 2 centres intégrés de santé et de services sociaux. On avait tous plaidé que c'était irréaliste d'avoir un seul centre intégré. On a eu des coupures de postes. Ils disent que non, mais écoutez, ils vous affectent, ils font pas de remplacement. Au niveau des congés, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Notre monde est malade, notre monde est démotivé. Moi, je pense qu'ils ont fait mal au réseau de la santé. Le déficit qui est présent aujourd'hui m'annonce pas des jours heureux. Là. Malheureusement, je voudrais bien que ça en soit autrement. Mais 15 millions, moi, j'ai déjà vu des plans de redressement, puis je m'aperçois qu'ils n'ont pas été capables de redresser vraiment la situation financière. 15 millions, c'est quand même important.
c'est sûr que c'est extrêmement préoccupant, là. Ouais. Du côté de l'économie, on sent une relance quand même à cette île, hein. Il y a Bloom, il y a la Société ferroviaire et portuaire qui a affiché beaucoup de postes d'embauche quand même, là. On le voit de différents signes de relance économique. Il y a toujours ArcelorMittal qui va très bien du côté de Port-Cartier et Fermont, et même Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre va mieux. Ce qu'on souhaite sur le plan économique, ce qu'on aurait voulu qu'il se passe peut-être dans la dernière année, c'est de la diversification quand même. Oui, moi, vous savez, on a fait une interpellation, mon collègue Martin Ouellette, député de René Lévesque et moi, récemment, avec le ministre Pierre Arcan, et c'est sûr que, écoutez, l'interpellation, c'était l'abandon des libéraux de la Côte-Nord. Ils nous ont carrément abandonnés quand on avait besoin d'eux, quand justement le prix du fer n'était plus ce qu'ils avaient déjà été, quand on avait des fermetures, des mises à pied, des fermetures de nos PME. Ils n'avaient pas de plan B, et c'est ce que je dénonce. Oui, la situation s'améliore graduellement, mais il faut quand même être conscient que la relance du lac Bloom, la Société ferroviaire et portuaire, c'est les emplois qu'on avait perdus. C'est pas nécessairement de nouveaux emplois. Oui. Est-ce qu'on constate la Société du Plan Nord, finalement, on aurait pu se réjouir de l'antenne, on a engagé des personnes dynamiques, je pense, au bureau de cette île, il y a quand même des employés à temps plein là. Là, ce qu'on constate du côté du bureau de la députée provinciale, c'est que finalement, ces gens-là, ils n'ont pas d'autonomie, tout se passe à Québec quand on parle de Société du Plan Nord. Exactement, moi je l'ai dénoncé à maintes reprises, et quand j'ai travaillé sur la mise à pied de la Société du Plan Nord et sur la mise sur pied des antennes, moi, je travaillais pas dans le sens qu'on ait des antennes satellites, entre autres ici à cette île, puis que, écoutez, elles soient pas capables d'aider notre monde, c'est ce que je constate. Je vous dirais que moi et mon personnel, nous ne faisons plus affaire avec la Société du Plan Nord, parce qu'on n'est jamais capable de régler aucun dossier, peu importe, on règle pas nécessairement toujours des gros dossiers, mais on a besoin des fois de petits coups de main de la part du gouvernement. On a des dossiers pour diversifier l'économie. Ouais. Des fois, ça prend juste un coup de pouce. Et il faut que ce soit Québec qui décide. C'est un dédale administratif, je vous dirais, de plus. Moi, je pensais qu'au contraire, ça devait justement avoir une coordination avec les différents ministères. Ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est dommage, parce que c'est pas les personnes qui travaillent qui sont en cause. Je vous dirais que pour un simple dossier, moi, j'ai dû avoir une conversation 2 fois avec le PDG Robert Sauvé. Je pense qu'on aurait pu normalement régler ça ici. Et c'est dommage. Le pouvoir est une fois de plus centralisé à Québec. Et ça, je le dénonce. Ça doit devenir frustrant, un travail de député de l'opposition dans un contexte comme ça. Là. Lorraine Richard, elle connaît ça. C'est ce qu'elle a fait depuis quasiment 15 ans, être députée de l'opposition pour le Parti québécois. Mais quand même, on multiplie les interventions. Des fois, des dossiers faciles à régler. On peut rappeler l'exemple de la bleuetière, des bleuetières, par exemple. On pensait que c'était une technicalité, que ça aurait pu se régler facilement, puis d'avoir un petit peu de développement. C'était déjà reconnu dans le Plan Nord comme un secteur là pour la Côte-Nord. On n'est même pas capable de régler ces petits dossiers-là. C'est pas frustrant d'être député de l'opposition? Ben, écoutez, c'est pas frustrant tout le temps. Des fois, des fois, je réussis quand même des choses. J'ai réussi, l'hémodialyse, entre autres, à ce que des patients qui étaient à Québec, parce que le service d'hémodialyse avait des ratés ici à cette île. J'ai travaillé ce dossier-là pour faire en sorte que, on puisse débloquer des budgets pour former du monde, on améliore la cédule de travail. J'ai quand même réussi à maintenir des postes au ministère des Transports en Basse-Côte-Nord. 4 postes au ministère des Transports en Basse-Côte-Nord, c'est quand même, c'est bien pour eux. C'est sûr qu'il y a des fois qu'on est frustré. Le dossier de la bleuetière est un bel exemple. Puis quand je vous parle de l'abandon des libéraux, c'est un peu en ce sens-là. Vous savez, des fois, mon personnel fait affaire avec différentes personnes dans les cabinets des différents ministres. Mais moi, quand je parle au ministre, je lui dis, vous avez un problème à la base. Vous ne vous parlez pas, il n'y a plus de priorité de régler les dossiers de Duplessis. Je ne sens plus ça. Et oui, on se sent abandonné. Des fois, ça devient frustrant. Mais vous savez, moi, ce travail-là que je fais au quotidien, c'est une passion. Fait que on m'appelle la tigresse à Québec, c'est parce qu'on est loin. Il faut souvent se battre, mais faut faire valoir nos points. Les 2 meilleurs exemples, me semble, c'est Mine Arnaud puis Ferro Atlantica. Tu les as donnés, ces exemples-là, en conférence de presse ce matin, parce que, c'est frustrant, mais surtout parce qu'on a créé de l'espoir, là. Ferro Atlantica, on était rendu à appliquer ces jobs, là. Exactement. Ferro Atlantica, vous avez vraiment la bonne exemple d'un gouvernement qui n'a pas été là au moment opportun. Il fallait vraiment, quand on a une telle entreprise qui vient s'installer chez nous, il y a des opportunités d'affaires, puis il faut vraiment que tous les ministères concernés soient conscients d'un tel projet. Et malheureusement, le ministère de l'Environnement, écoutez, là, c'est des dédales administratifs qui finissent plus.
Donc, on a perdu. Il y a eu une opportunité ailleurs. On n'a pas été capable de la saisir. Et pourtant, c'était le Parti québécois. Ça avait commencé sous Pauline Marois là, à faire les premiers échanges avec Ferro Atlantica pour qu'ils viennent s'installer tout d'abord au Québec. Et après, on a réussi à l'obtenir à Port-Cartier. Vous avez aussi l'exemple de Mine Arnaud. Écoutez, combien de fois, moi, je suis au Salon Bleu et je vais voir le ministre Arcan, responsable de ma Côte-Nord, Pierre Arcan. Là, je lui disais, Pierre, tu sais, Mine Arnaud, qu'est-ce qui se passe? On aurait besoin, ça va pas bien dans l'industrie minière. C'est la création d'emplois. Et oui, là, on a un investisseur qui devrait se pointer. Celui-ci est sérieux. Mais qu'est-ce qu'on a eu cet automne? On a eu la visite d'Investissement Québec qui est venu dire, c'est remis au calendrier grec, puis c'est sur la glace, là. C'est ça, le gouvernement libéral. C'est beaucoup de promesses qui ne tiennent pas. Et écoutez, la même chose. Moi, je suis contente de l'acquisition de la Société ferroviaire et portuaire. Mais il faut juste être conscient que la Société ferroviaire et portuaire, c'est notre argent, là. C'est nous qui en sommes propriétaires. Cette société-là est très, très opaque. C'est quoi l'entente qu'ils ont avec les différentes compagnies minières? On ne connaît pas. Est-ce qu'on aura cette rentabilité-là, comme nous, comme investisseurs? On ne le sait pas. Y a des... Moi, écoutez, ça me déçoit de voir que les gens peuvent encore croire. Vous savez, je suis au Parti québécois parce que je crois à cette idée qu'on peut devenir un pays, qu'on peut être souverain. Mais quand j'entends des gens, des libéraux, défendre les libéraux à tout prix, là, sur des choses qui se sont passées, là, qui nous ont pas écoutés, qui nous ont pas accompagnés, qui n'ont pas saisi les opportunités pour être avec nous, là, puis que je les entends défendre encore ce parti-là envers et contre tous, ça me déçoit. Moi, je dis, le Parti québécois, je suis capable d'admettre certaines ratées, là. Le Parti libéral fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Quand est-ce qu'ils se sont occupés de la Côte-Nord? C'est quand Jean Charest a décidé de lancer le fameux Plan Nord et que là, on était partout, là, Duplessis, Sept-Îles, Port-Cartier, là. C'est même sur les chaînes de nos médias nationaux. Quand le prix du fer a chuté, quand les gens d'affaires se sont rassemblés juste avant les fêtes pour demander au gouvernement libéral d'être présent, d'aider le monde, d'avoir un plan de diversification, on s'est fait répondre quoi? Rien du tout, il était absent. Il s'occupe pas de nous autres. Et à la veille des élections, ils ressortent encore les mêmes choses, les promesses. Ben Valérie, on a entendu les propos de la députée. Ça va nous inspirer parce que Pierre Arcan vient à cette île cette semaine. Il va être dans nos studios vendredi matin. On va pouvoir le questionner, entre autres, sur la Société du Plan Nord qui a peu d'autonomie, selon la députée de Duplessis. Lorraine Richard, un gros merci. On va te libérer pour peut-être prendre un bon congé des fêtes avant 2018, année électorale quand même. C'est toujours du travail, une année électorale pour une députée quand même. Vous savez, j'ai l'impression que quand on est député, on est en élection tout le temps parce qu'on a une obligation de bien représenter notre monde puis de toujours travailler 365 jours par année, ou presque. Oui, je prends des vacances, mais c'est quelque chose qui nous habite autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Puis moi, j'adore ce que je fais. Puis je suis privilégiée, moi, que les gens de Duplessis aient eu confiance en moi et au Parti québécois. Oui. Depuis 76, mais il n'y a rien d'acquis pour 2018. Moi, je pense que ça peut être une campagne électorale très particulière. Un gros merci pour ta présence en direct à Côte-Nord Attitude. Toujours un plaisir, merci, et je ne prends jamais rien pour acquis. J'en doute pas. Midi 26, on fait une pause et ensuite on fait un retour sur le tournage du film Quistipan chez nous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. La porte, s'il vous plaît. Ben oui. Merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, le matin, vous en avez pour votre argent. Comme avec notre nouveau petit matin simplement saucisse pour seulement 99 cents à l'achat d'un café. Essayez-le sur Petit Pain Déjeuner ou sur Muffin Anglais. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxes en su. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. Allez-y, prenez ma place. Ah, merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, vous en avez pour votre argent. Comme avec nos nouveaux mini feuilletés et leur garniture de vraies pommes ou de bleuets. Dégustez-en 3 pour seulement 50 cents à l'achat d'un café. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxes en su. Le domaine de l'aviation et du voyage vous intéresse? Devenez agent pour l'équipe d'Avjet TSAS située à l'aéroport de Sept-Îles et joignez-vous à une entreprise québécoise dynamique en pleine croissance. Aucune expérience requise. Envoyez votre CV à l'adresse rh@avjet.ca. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone
Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone dans l'inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a point S. Préparez-vous pour l'hiver avec le Docteur du pare-brise. Offrez-vous le confort et la chaleur dans votre véhicule avec un démarreur à distance à partir de 259,95 $, pause incluse. La vérification des piles de vos télécommandes est offerte gratuitement. Nous sommes dépositaires des tapis WeatherTech, les meilleurs de l'industrie. Le Docteur du pare-brise vous offre plus de 10 000 produits pour personnaliser votre auto et le plan de financement accordé est disponible chez nous. Pour du service de qualité depuis près de 30 ans, pensez le Docteur du pare-brise. 646 Boulevard L'Art, 88 962 7800. Côte-Nord. Attitude. On est à l'école Manicouté présentement où se déroule aujourd'hui une grande journée de tournage pour le film Quispian. Vous savez, c'est tourné chez nous depuis déjà plusieurs jours quand même. Et pour jaser du projet, je suis avec la réalisatrice Myriam Véro. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, Myriam, comment ça se déroule le tournage jusqu'à maintenant? Ça va super bien. Je suis vraiment contente. C'est sûr que, tu sais, avant un tournage, si un réalisateur ou une réalisatrice n'est pas un peu inquiet, c'est pas normal. Donc, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Et puis, je suis assez comblée pour l'instant. L'équipe technique est extraordinaire et mes comédiens me surprennent à chaque jour. Donc, je touche du bois puisqu'il reste encore des journées. Chaque jour est un défi. Mais pour moi, à date, ça se passe très bien. Parlons-en d'ailleurs des comédiens. J'ai jasé tantôt avec deux d'entre eux. Vous avez vraiment eu envie d'y aller avec des comédiens qui viennent d'ici, qui viennent des communautés. Il y en a de Ouachak, il y en a de Maliotenam, entre autres les deux actrices principales qui sont Sharon Eshpatao Fontaine et Yami Grégoire également, qui sont toutes les deux des jeunes filles de Ouachak. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des gens d'ici qui sont pas des professionnels, mais qui... Mais ça m'apporte de la vérité puis de l'authenticité. Parce que pour moi, je les traite comme des professionnels. Je veux dire, ce que je leur demande, l'exigence, c'est comme des professionnels. La différence, c'est qu'il n'y avait pas le bagage d'un professionnel au départ, mais ils poussent fort. Puis au cinéma, on peut faire ça. Tu sais, au théâtre, un acteur non professionnel, je pense qu'il y aurait des croûtes à manger, mais au cinéma, on peut y aller. Tu sais, il y a d'autres manières de diriger des acteurs, puis on peut trouver des façons de les amener à un niveau de professionnels. Donc, moi, j'avais pas... il y avait rien de si je choisis des non-professionnels, c'est parce que je sais que c'est le meilleur rendu à l'écran. Ça allait être ça qui allait être le mieux. Et c'est pas parce que je voulais leur faire plaisir ou peu importe. C'était vraiment parce que je sais que le film va être le meilleur possible si j'ai ces gens-là à l'écran. Il y a peut-être des passions qui vont se développer de ça aussi. Ben j'espère qu'il y aura des passions qui vont se développer parce que je pense que les deux actrices principales, elles ont un talent brut. Nous, on a fait un gros processus de casting pour les choisir. Il y a plus de 500 Inuits qui se sont inscrits au casting. On en a passé en audition 200 et c'est ces deux-là qui ont passé à travers tout le processus et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont vraiment un talent, un vrai talent. Un peu la même chose aussi pour laquelle vous avez décidé de venir tourner dans les communautés, de venir tourner à Sept-Îles. Ça apporte quoi pour un film d'être dans des environnements comme ceux-là? Ben, je pense que ça apporte une originalité. Je pense qu'il faut montrer d'autres réalités. Il faut sortir de Montréal, premièrement. Il faut montrer les régions. Il faut montrer d'autres cultures. Il faut essayer de diversifier le cinéma québécois. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, je pense moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires simplement, des histoires d'humains simplement. Puis ces deux personnes-là, ces deux personnages-là m'inspirent parce qu'elles sont Inuits, oui, mais parce qu'elles sont aussi toutes des filles de 16 ans qui veulent aimer, qui veulent rire, qui veulent s'amuser, qui ont des échecs aussi. Donc tout ce qui les rend humaines finalement. Donc voilà, c'était juste pour avoir une histoire, je dirais, plus différente à raconter de ce qu'on voit habituellement. D'ailleurs, je lisais là, dans le communiqué de presse que votre film, vous le définissez comme un film punché, jeune, avec un côté de romantisme, tout ça. C'est vraiment comme ça que vous le définissez, oui, ce film-là? Pour moi, c'est sûr que c'est un film d'auteur, mais moi, je pense qu'un film d'auteur, il faut viser quand même le grand public. Donc, je veux que ce soit un film qui touche un grand public. Et puis, je pense que la meilleure manière de toucher un grand public, c'est de raconter des histoires touchantes. Donc, c'est des histoires touchantes, mais la qualité dans la forme est là. Donc, ouais, c'est ça pour moi. C'est important que
une adolescente de Longueuil ou de Québec s'attache à ces personnages-là, puis se disent, ben moi aussi je vis ces émotions-là, même si je viens pas de la même culture. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de mettre en scène ce livre-là de Naomi Fontaine? Est-ce que c'est un coup de cœur que vous avez eu, puis vous dites, oui. Moi, j'étais venue à Maliotenam en 2010 ou 2011 pour un documentaire, c'est par hasard. L'ONF m'avait demandé d'aller à Maliotenam. Je suis allée sans savoir où j'étais même. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'endroit, pour les gens. Et je me suis dit, pourquoi on voit pas ça au cinéma? Pourquoi on voit pas ces gens-là? Pourquoi on voit pas ces lieux-là? Tu sais? Et puis je me disais qu'il y avait tellement d'histoires à raconter là. Donc je voulais raconter une histoire qui se passait là. Mais je me sentais pas capable parce que je suis pas Inou, j'étais pas membre j'ai pas grandi là. Donc je cherchais quelqu'un qui avait ce background-là. Puis je cherchais de la littérature, puis je trouvais pas de la littérature contemporaine Inou tant que ça à l'époque là, même si ça fait pas si longtemps. Et ça reste que il y avait beaucoup d'écrits sur des récits, légendes Inou, mais vraiment le côté contemporain. Donc quand j'ai trouvé le livre Kwesipan, c'est justement ça qui m'a happé, c'est que c'était vraiment un regard aujourd'hui contemporain de l'intérieur. Donc, j'ai demandé à Naomi d'écrire avec moi le scénario, puis de m'inspirer. Donc, ça a été ma muse. Elle m'a amenée ici. On a passé un été ensemble ici. Elle me présentait à sa famille, à ses amis. Et en rencontrant les gens, je me suis sentie de plus en plus capable de raconter une histoire de ces gens-là. Donc, toujours avec l'aide de Naomi, qui était un peu mon guide tout le long. Je validais tout le temps un peu est-ce que ça se peut, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça pourrait se passer comme ça. Donc, c'était vraiment important d'être dans la réalité, là. D'ailleurs, ça a dû être un travail de réécriture quand même important parce que, bon, c'est pas un roman, c'est des récits, c'est des petits fragments. Comment ça s'est passé, ce travail-là? Je dis toujours que c'est librement inspiré de. Et moi, au contraire, j'aimais ça, que ce soit des fragments parce que j'avais pas besoin de coller au livre. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'inventer une histoire carrément. L'histoire qu'on a inventée est même pas dans le livre, mais est inspiré d'un des passages du livre. Donc, il y a plusieurs passages, comme si c'était un puzzle avec plein de morceaux, et on a pris les morceaux qui nous plaisaient le plus pour l'histoire qu'on avait racontée, puis on s'est servi de ça pour extrapoler une histoire qui était pas, à la base, n'est pas dans le livre. Donc, les Miquan et Shanice, qui sont les deux personnages principaux, sont même pas dans le livre. Donc, c'est des bribes, des ambiances, des gens, des descriptions des lieux qu'on a mis ensemble. On a dit, tiens, on va partir une histoire avec ça. Donc, c'est comme une extrapolation de Kwesipan. C'est pas une adaptation littéraire de Kwesipan. C'est intéressant tout à l'heure ce que vous avez dit avec la voix contemporaine des Autochtones. On dirait qu'on la sent de plus en plus. On a jasé justement la semaine passée avec Naomi Fontaine pour son livre Manikanetich, pour Kwesipan. Et elle nous disait qu'elle trouvait ça vraiment important que les voix autochtones, femmes, soient entendues de nos jours, surtout avec tout ce qui se passe présentement. On sent que ça vous tient à cœur aussi, entre autres dans votre œuvre précédente également. Oui, puis en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, à ce projet-là, c'était pas aussi fort, je dirais, là. Tu sais, I Don't Know More, ça existait pas encore. Donc, l'affirmation des artistes, nous, tout ça, je le sentais pas autant que maintenant. Puis le projet a pris 5 ans à développer. Et dans ces 5 ans-là, j'ai vu l'évolution. Et j'ai vu des artistes autochtones, des artistes Inuits arriver maintenant à la reconnaissance. Ce qui me plaît vraiment parce que moi, je trouvais ça un peu triste. Quand j'ai commencé, il y en avait pas beaucoup qui sortaient dans le grand public, dans les médias, jusqu'aux Québécois, je dirais. Et puis moi, j'avais le goût que ça sorte, tu sais. Et là, maintenant, j'ai l'impression que le flambeau est passé. Puis, je veux dire, j'espère que le prochain film qui va se tourner ici, ça va être une personne d'ici qui va le tourner, tu sais. Le travail qu'il reste à faire là pour le film, bon là on est en tournage présentement, je crois que vous allez revenir au printemps aussi. Qu'est-ce qu'il reste à faire puis quand ça va aboutir tout ça? Là, il nous reste 5-6 jours de tournage pour le bloc 1. Ensuite, on revient au mois de mai pour un 8-9 jours. Et puis, montage cet hiver entre les deux blocs, montage un peu, la post-production, tout ça cet été. J'espère que dans 1 an, là, d'ici aujourd'hui, là, on soit capable de le voir sur grand écran. Je sais pas où, je sais pas quand. Mais on espère. Ben nous, on a bien hâte de voir ça aussi. Puis je pense qu'il y a bien des gens de chez nous aussi qui ont hâte parce qu'il y a des maisons, il y a des rues, il y a des visages qu'on va reconnaître aussi, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont participé de près ou de loin à ce tournage-là. Oui, puis nous autres, il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal pour les techniciens, mais sinon, c'était vraiment important d'engager des gens d'ici, puis autant derrière la caméra qu'en avant de la caméra. Derrière la caméra, il y a beaucoup d'Inuits qui travaillent avec nous. On a engagé des gens de cette île aussi. Il y a un électricien de cette île qui travaille avec nous. Tu sais, on a vraiment impliqué beaucoup de gens de la communauté parce qu'on voulait qu'ils nous montrent vraiment la région. Donc, même devant l'écran, les figurants, on en a demandé beaucoup. Aujourd'hui, on espère en avoir 300. Je sais pas si on va en avoir 300, mais c'est vraiment de montrer
la ville, la région, les paysages, on les montre aussi. Tu sais, c'est vraiment une immersion totale sur la Côte-Nord pour nous, puis de montrer la Côte-Nord, la beauté de la Côte-Nord aussi au cinéma québécois. Tu sais, c'est rare et on en est conscient qu'on est dans un lieu extraordinaire, fait qu'on veut le montrer. Myriam Verreau, réalisatrice de ce film Quispian, merci beaucoup pour cette entrevue, puis on a très très hâte de voir le résultat final. Merci à vous d'être là aujourd'hui. On est en compagnie de deux des acteurs qu'on va pouvoir voir très bientôt là sur grand écran dans le film Quispian qui est en tournage présentement chez nous. Alors on est avec Anis Déter qui va jouer le rôle de Noukoum dans le film et on est également avec Cédric Ambroise qui lui va jouer Metchou Volant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Là, vous en êtes, vous, à votre première expérience en tant qu'acteur professionnel, on peut dire ça. Comment ça se déroule présentement, votre expérience? Moi, je trouve ça, c'est bien, c'est très bien ce qui se passe. Comment on va nous connaître au moins dans le monde. T'sais. Parce que c'est le premier film que je vois dans la réserve. J'ai vu celui-là, comment il s'appelle? Le snack, là. Mais après ça, celui-là, ça va être meilleur, me semble, parce que ça parle beaucoup de ce qui se passe dans la réserve. C'est pour ça que moi j'ai accepté d'être grand-maman dans le film. Vous trouvez que l'histoire, vous la trouvez comment l'histoire? Est-ce que vous trouvez que ça reflète une réalité que vous vivez? Oui, ça reflète beaucoup de la réalité d'aujourd'hui. Ça va être assez bien. J'ai hâte de le voir, le film aussi. Toi, Cédric, tu joues donc le rôle de Metchou. C'est quoi ton rôle dans le film? Mon rôle, c'est plus... Je protège ma sœur, puis que je l'aide à trouver son chemin. Puis mon but, moi, c'est d'encourager ma sœur à trouver quelque chose, tu sais, qu'elle finisse pas comme les autres gens de la communauté. Vous le décririez comment, ce film-là? Est-ce que c'est un film qui, je lisais dans le communiqué de presse qu'on voulait faire un film un peu funky, rempli d'espoir. Est-ce que c'est ça que vous ressentez quand vous jouez dedans? Oui. C'est parce que ça va être un film qui va donner beaucoup des choses pour les autres, s'ils voient le film, là. C'est à cause que c'est surtout pour des jeunes, hein, comme ma petite fille que j'ai adoptée, là. C'est elle qui va donner plus l'exemple aux autres, tu sais. Moi, des fois, je me dis, tu sais, je vais prier pour elle pour que ça aille bien, tu sais. C'est la seule chose que je peux lui offrir. Puis, il m'aide beaucoup aussi. Il me donne des fois les choses que je ne savais pas. Est-ce que de jouer dans ce film-là, ça réveille une passion en vous? Est-ce que c'est un métier que vous aimeriez poursuivre? Ouais, moi, je dirais ça parce que quand j'étais jeune, je regardais des films puis je me disais, j'aimerais ça être acteur. Mais ça a resté juste là. Puis quand, les auditions, ils sont apparus, puis je me suis dit, c'est une opportunité pour moi. Puis, en plus, la réalisatrice, elle m'a invité à faire les auditions parce qu'elle m'avait trouvé bon. Puis je me suis dit, peut-être que ce serait ça mon travail que j'aimerais beaucoup. Puis jusqu'à date, je trouve ça super. C'est vraiment des choses que j'ai pas vécues, puis j'aimerais ça revivre plus tard. Cédric Ambroise et Anis Déter, on vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là, puis on a très très hâte d'aller vous voir au cinéma dans Quispian. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. La journée Noël des enfants de vos radios locales vous est présentée grâce à la collaboration de Vitres Expert, le restaurant Le Fer Renard et le Beau Vitre d'Auto. Pour les fêtes, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Le Paradis de l'Auto vous fait un cadeau pour le temps des fêtes. Achetez pour 100 $ et recevez un certificat cadeau de 25 $. Coudon, les boss se prennent pour le Père Noël? Ben oui! Profitez de ce temps de réjouissance pour donner un peu d'amour à votre voiture avec un traitement anti-rouille ou un soin de protection de peinture. Ou pourquoi pas les deux? Ce sera fait par des professionnels avec plus de 30 ans d'expérience. Et pour vos proches, un certificat cadeau, ça se donne tout le temps bien. Le Paradis de l'Auto, 490 Avenue Otis, 968-1940. Une superbe saison vous attend cet hiver sur la scène ArcelorMittal du Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier avec, en chanson, deux frères.
Alejandra Ribera, Caroline Savoie avec son charisme déconcertant et la fort sympathique et talentueuse Sarah Toussaint-Léveillé. Des plus belles que moi. Vincent C. et sa magie non censurée pour 13 ans et plus. Et en humour, le spectacle Love avec Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy Desmarais pour 2 soirs. La QV 2018 définissant de l'École nationale de l'humour aussi pour 2 soirs. Suivi de l'unique Jean-Thomas Jobin et son spectacle Apprendre à s'aimer. Offrez-vous une sortie au théâtre avec la comédie dramatique Des Arbres jouée par Evelyne Gélina et Maxime Denomé. Sans oublier notre sortie en famille, les fous tout court et le spectacle de clown acrobatique Gros Tipo. Devenez mordu du graffiti à partir du 11 décembre, 16h, avec seulement 3 spectacles et plus. Billetterie 766-0101. Attitude. On prend des nouvelles de notre sentier de motoneige à Sept-Îles-Port-Cartier avec Michel Thibault, qui est toujours président du Club Haute-Pic, qui est président également de l'Association régionale des clubs de motoneigistes. Bonjour Michel. Bonjour monsieur, bonjour madame. On manque pas d'ouvrage depuis jeudi. Là. Depuis la tempête de mercredi dernier, là on voit qu'il y a de l'intérêt pour la motoneige à Sept-Îles-Port-Cartier. Oui, il y en a en masse. L'ouvrage, c'est pas ça qui manque présentement en début de saison. C'était des bonnes conditions en fin de semaine. Là, j'ai vu beaucoup de monde mettre des photos de début d'activité en skidoo. La saison commence assez vite quand même. Ben, on a commencé à surfacer nos sentiers une semaine plus bonheur que l'année dernière. C'est merveilleux. Juste à temps pour la prévente, pour mousser nos droits d'accès, pour que le monde la prenne en rabais avant le 9 décembre. Ça, c'était bien. Puis l'autre avantage qu'on a eu, la pluie, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais du côté de la motoneige, la pluie, on aime ça parce que là, il y a neigé beaucoup. Il y a beaucoup de trous qui sont remplis. Puis là, avec la pluie va dedans, mais il y a beau à vanter, ben c'est fini. La neige reste là, on a le tablier pour se protéger. Ouais, le problème souvent, c'est que ça croûte. C'est ça que ça a fait en ville. Pour la motoneige, si on remet de la neige par-dessus la croûte, c'est bon aussi, là. Ben, il faut casser la croûte. Si la croûte n'est pas cassée, la neige ne reste pas dessus, elle va s'en aller avec la poudrerie. Mais, tu sais, quand on surface, mettons qu'on réussit à faire un canal, mettons, d'un pied de neige de trou, ben, prochaine tempête qu'il y a avec la poudrerie, on vient d'accumuler un pied de neige sans difficulté. Là, ouais. Là en fin de semaine, on a, en fait, elle n'est pas ouverte, ça va ouvrir officiellement jeudi, le sentier Trans-Québec dans le secteur ici, là, ça devrait être ça. Oui, à l'entour de jeudi que les sentiers vont être ouverts officiels, jeudi, vendredi, parce que là, présentement, les bénévoles sont en train d'installer la signalisation. Puis tant que la signalisation n'est pas installée, mais je peux pas annoncer officiellement que c'est ouvert. Bon, mais ça a dû circuler abondamment toute la fin de semaine dans vos sentiers. Il est déjà pas mal balisé. Là, je sais pas si la signalisation est partout. Entre Sept-Îles et Clark-Cité, ça roulait pas mal en fin de semaine. Ouais, ça a roulé jusqu'à là. Le monde sont allés virer vers Moisy. On a un petit secteur, on a une problématique dans le chemin du 12 000, qui a il y a un genre de si la côte Ponceau qui est dans la trail, qui veut pas geler. C'est de l'eau chaude de chaque côté. On va remédier à la situation cette semaine. On va aller s'organiser que le trou gèle, là. C'est-tu à la même place, les endroits les plus durs à entretenir à chaque année en début de saison, là? Les plaines dans le secteur de Moisy. Pour le club de Port-Cartier, là, il y a un secteur rough avant Pentecôte aussi, là. Ouais, un petit peu, là. Le chemin est là, c'est parce qu'il y a comme une baisseur, puis il se ramasse beaucoup d'eau là. Puis quand le terrain est gelé, l'eau se ramasse là, ben quand t'arrives là avec le surfaceur, ben là, il joue dans le gadou, puis c'est moins plaisant pour les opérateurs, là. Ouais. Ce que je trouvais ça le fun dans notre discussion d'hier, c'est qu'il y a de l'entraide entre les clubs ici, hein. Si on a fini son secteur, on peut aller aider du côté de Port-Cartier, ce qu'on va faire probablement, là, pour les gens de Galix, entre autres, là. Ouais, si, après la tempête cette semaine, mais si, mettons, on l'a fait, il y a 2 ans, le club de Port-Cartier pouvait pas descendre à Rivière-Brochue, dû à cause qu'il manquait de neige dessus de la côte à Rivière-Brochue. Ils nous ont demandé, d'aller surfacer un bout pour desservir justement les gens de Galix puis de Rivière-Brochue. On l'a fait. Cette année, s'il faut, on va la recommencer. Là, on peut pas empêcher. Les gens sont membres, puis il faut lui donner un service un peu partout. Ouais. On parle d'une ouverture jeudi, ça va être le 14 décembre. C'est quoi? C'est pas un record, mais c'est quand même une des années où on ouvre assez vite. Depuis plusieurs années, c'est assez vite ouvert. Je trouve. On a déjà ouvert une année, un 20 novembre. Ça, j'ai trouvé ça trop de bonheur. Ouais. Parce que t'as pas plus de membres, mais t'as beaucoup plus de dépenses. Si tu grattes 6 semaines de plus, ben faut que tu calcules, c'est 6 000 $ de carburant de plus, c'est 6 semaines de salaire de plus, puis en plus, c'est 6 semaines de plus que tu peux avoir des bris mécaniques. Ouais. Il faut que tu sois prudent avec les machines, puis c'est la guerre du nerf. Là, ça ressemble à quoi le membership, là? Je pense qu'on avait jusqu'à hier pour renouveler ou pour acheter sa carte avec un certain avantage. Jusqu'à samedi, on avait un rabais de 75 $, jusqu'au 9 décembre. La prévente a bien été. On est tout de recommander 125 cartes de membres de plus. On avait commandé 500 en début de saison. Il devrait rentrer aujourd'hui.
C'est plate parce qu'on a manqué. C'est plus que 500 membres actuellement, c'est ça? Oui, d'après moi, oui. Là, c'est juste parce qu'on sait pas le décompte des points de vente, parce qu'il y a des points de vente qui fermaient à midi, samedi. Il y en a d'autres qui fermaient à 17h, d'autres à minuit. Ou 11h, si on prend le dépanneur 7 jours au Parc Ferland, qui est ouvert jusqu'à 11h. Là, j'ai pas le décompte officiel, mais le savoir juste ce soir. On revient aux bonnes années, ça veut dire, pour le club, quoi? On devrait atteindre 650 membres cette année? J'aimerais ça. Ouais. L'année passée, 522, c'était juste. On a des projets dans l'air. L'année prochaine, c'est le 60e anniversaire du club. Ce serait le fun pas le 60e, excusez, le 50e. Ce serait plaisant s'offrir un beau surfaceur neuf. Puis là, on travaille pour ça présentement. C'est les nouveautés qu'on fait cette année. C'est quoi la nouvelle technique qu'on expérimente cette année, là? Une nouvelle façon de faire avec 2 machines où on laisse entre les deux travail, là, la nature faire un peu de travail aussi, là. Oui, c'est ça. Tu sais, hier, si je prends exemple, j'ai un surfaceur qui est allé travailler le sentier qui longe le boulevard des Montagnais, pas de gratte. Ce qui fait que tu peux mieux travailler ton sentier, remplir tes trous. Puis lui, le lendemain, la machine avec la gratte passe. Il n'y a pas trop d'ouvrage à faire. Puis je vous dirais, sur le coût d'opération, on n'a pas une grosse économie. Mais sur le temps et le travail, ça va paraître durant, je dirais, l'hiver. Ouais. Michel, je regardais le nouveau matériel de Tourisme Côte-Nord. Là, on a remplacé la carte par une espèce de guide de la motoneige pour la Côte-Nord. Le tourisme, est-ce qu'on en voit ici dans nos sentiers? On en voit. C'est plus sur semaine qu'on les voit. Quand tu travailles pas, tu réussis à les voir. Tu regardes le matin de bonne heure. Moi, je m'en vais travailler pour 7h30. Je passe à 7h devant le Voyageur, les Mouettes, le Confortine. Ces hôtels-là. Il y a tout à 3-4 skidos tous les jours que c'est là, mais tu te dis, au moins, il y a du tourisme. Tu sais, c'est plaisant, tu te dis, au moins, ils sont fait connaître, on se fait connaître en région parce que les touristes aiment bien voyager puis faire une boucle. Ouais. Tandis que nous autres, moi, je me dis, la Côte-Nord, c'est assez beau, c'est pour toute la voir au complet, il faut la faire aller-retour. Ouais, mais c'est une bonne raille. C'est une méchante raille. C'est 2200 km de sentier en ligne droite. Aller jusqu'à Blas-Sablon, tout ce secteur-là, ça fait une bonne... Tu pars demain matin, tu peux arriver en retard pour souper demain soir. Ça, en général, il y a les normes du ministère aussi en Basse-Côte pour la route blanche, là. Avant qu'on ait une ouverture complète de Tadoussac à Blanc-Sablon pour la motoneige, d'habitude, c'est après les fêtes quand ça arrive, là. Oh, oui, c'est... Normalement, à l'entour du 15 janvier, 16, là, ça va bien pour ça, là. Mais c'est les froids qui fait que quand les baies gèlent, ils n'ont pas de problème, puis la neige après ça qui tombe. Ici, comment ça marche? Il y a beaucoup de motoneiges qui se font hors piste aussi. Les gens qui ont des chalets au lac des Chênes, il y avait plein de monde en skidoo en fin de semaine, là. Dans le fond, votre sentier Trans-Québec, la carte de membre, c'est pour voyager sur ce sentier-là, mais beaucoup doivent au moins transiter un bout par le sentier pour aller ailleurs aussi, là. J'ai au moins 50, je dirais 60% des membres, ils prennent le droit d'accès juste parce qu'ils font un petit bout dans le sentier, parce qu'ils vont justement à l'arrière-pays, à leur chalet, ces endroits-là. Mais il y en a d'autres des adeptes, comme moi, qui prennent le carte de membre, puis ils font, je dirais, 90% de la run font du sentier. Surtout du sentier, ouais. C'est ça. Et puis, le club, il y a d'autres affaires qui s'en viennent, quoi. On a une date pour commencer, ça fait qu'on a besoin de bénévoles aussi pour aider sur l'entretien, mais est-ce qu'il y a encore un calendrier d'activités, toutes sortes de choses? On n'a pas un chalet comme on avait avant au Lac-Rapide non plus, là. Non, là, on n'a plus ça. Présentement, on a un partenaire avec Limouse, cette île, qui est bien plaisant avec eux autres. Les motoneigistes sont accueillis à bras ouverts là, il n'y a pas de problème. Ça devient votre base un peu, là, au C'est en plein ça. On fait nos soupers là, c'est bien plaisant. On a un souper de prévu en janvier. J'ai pas la date officielle. Je vais tout savoir ça ce soir à notre CA. Bon, rencontre ce soir. Sans doute qu'il y aura des nouvelles sur le site Facebook du Club Haute-Pic dans les prochaines heures. C'est ça. Suivez la page Facebook, puis tout est correct là-dessus. Bonne saison de motoneige, Michel, à toi, puis à tous tes membres, à tout le monde, tous les adeptes sur la Côte-Nord. Merci beaucoup, monsieur, madame. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Le Centre laser esthétique Annie Bélanger vient d'acquérir un nouveau laser de haute technologie unique dans la région. Vous pourrez désormais profiter de plusieurs traitements. L'épilation moins douloureuse, la fonte de gras, le resserrement de la peau, les ridules. Œuvrant dans l'esthétique depuis plus de 20 ans et toujours à la fine pointe de la technologie, Annie et Cathy sont la référence dans le domaine. Profitez du temps des fêtes pour vous gâter ceux que vous aimez. Faites confiance au Centre laser esthétique Annie Bélanger, l'endroit où le résultat est une priorité. 962-6707. Pour les fêtes, la boutique Art Déco vous suggère plein d'idées cadeaux des plus originaux. Que ce soit pour madame, monsieur ou les plus petits, vous saurez trouver ce petit quelque chose de spécial qui fera plaisir.
Profitez de nos rabais en boutique sur tout, même sur nos très réputés produits Histoire de Bulle. De plus, la boutique Art Déco vous fait de jolis emballages de vos cadeaux et ce toujours par des personnes des plus souriantes. La boutique Art Déco, maintenant située au 848 Boulevard L'Art, 88 960 2127. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Eh bien, il y a Mines Arnaud qui a franchi une autre étape vers un projet clé en main. On en parle à notre chronique La nouvelle d'intérêt. Steve Chappado, bonjour. Bonjour, Jean. Mines Arnaud, c'est un projet qu'on connaît bien à cette île. Bon, il y a du démarchage, on le voit, qui se poursuit, hein, et toutes sortes de démarchages, pas seulement pour trouver le fameux partenaire financier qui nous manque. Là, Steve, on va essayer d'expliquer le règlement sur les effluents des mines et métaux. Ça, c'est une loi du gouvernement du Canada, dans le fond, là. En fait, c'est un règlement parce que vous voyez que en vertu au niveau environnemental, mais ça s'applique en vertu de la loi sur les pêches. Donc, ça fait suite principalement à l'évaluation environnementale dont le ministère de l'Environnement a émis un avis favorable au mois de février l'an dernier, où, dans cette évaluation-là, on disait que c'était pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants de par les mesures d'atténuation, justement, que le promoteur envisage de bonifier son projet. Mais suite à cet avis favorable-là, il y a eu une consultation publique qui a démarré fin février jusqu'à la fin mars 2016 en vertu d'un règlement. Pourquoi qu'on arrive avec un règlement sur les effluents? C'est parce que, vous voyez, durant la vie, les 31 ans de la vie de la mine, il va se manutentionner, là, il va se brasser environ 600 millions de tonnes de minerais, de stériles et de morts terrains. Et c'est bien évident, quand on extrait ça d'une fosse, il faut entreposer justement ces résidus-là quelque part. Ouais. Donc, c'est la réalité de toutes les mines. Arcelor est bientôt en audience publique, possiblement là avec un gros projet justement pour les résidus dans le bout de Fermont. Toutes les mines, on passe par là, hein? Ben effectivement, puis vous voyez que ce règlement-là, c'est encore une étape additionnelle au niveau environnemental pour être sûr que finalement, si on touche à des plans d'eau notamment, regarde que les études, que justement qu'il y ait des mesures compensatoires. Notamment, il y a 6 fosses qui vont être réalisées justement autour des infrastructures minières. Une fosse pour la magnétite titanifère pour éventuellement être revalorisée, mais aussi 5 autres fosses qui vont être justement élaborées autour du site minier, qui vont être utilisées à tour de rôle par l'entreprise. Donc, aussitôt qu'on finit de remplir une cellule, mais elle va être éventuellement justement pour la flore et la faune, elle va être revitalisée. Et ainsi de suite, pour permettre justement de ne pas attendre au bout de 31 ans pour justement permettre de revitaliser tout ça. Donc, ce que dit finalement l'étape ou l'étude, c'est qu'on a choisi l'impact pour l'environnement qui était le moindre pour réaliser ce projet-là. Effectivement, parce qu'il y a eu plusieurs scénarios de rechange, hein, parce qu'on dit, on a des installations minières qui, dans un site, le minerai est là, il faut l'exploiter là. Et en fonction justement de la géographie, il y a différentes études, solutions de rechange qui ont été évaluées, notamment certaines au nord du lac Hall, qu'on aurait dû manutentionner dans un endroit beaucoup plus éloigné, beaucoup de quantités de résidus. Celles-là ont été mises de côté parce qu'autant sur le plan économique, social, environnemental, mais il y avait des risques beaucoup trop importants. Mais finalement, la meilleure, la solution qui s'avérait globalement la plus avantageuse, c'était de faire les fosses à résidus tout juste autour de la fosse et du concentrateur. Donc, l'option A qui a été justement choisie et que le ministère a donné son aval, mais c'était vraiment au nord-ouest du concentrateur. C'était, comme tu le mentionnais, la meilleure option, même si on voit la destruction de plans d'eau où vivent des poissons. C'est là où intervient la loi sur les pêches et océans. Et il y a une entente avec le ministère des Pêches et des Océans pour de la compensation aussi, parce que c'est un peu ça, là, le rôle du gouvernement, hein, c'est de dire on détruit à quelque part, on peut-tu compenser ailleurs? Exactement, parce que, vous voyez, la loi sur les pêches interdit le dépôt de substances nocives dans des eaux vives des poissons. Mais par contre, avec un règlement, le REM, comme on vient de le mentionner, mais il peut y avoir certaines dispositions qui permettent d'utiliser ces plans d'eau-là. Premièrement, on vient de le mentionner, il faut que le choix de l'emplacement soit le plus approprié dans les circonstances, que ce soit au niveau économique, au niveau environnemental ou technique. Et ça, c'est chose faite. Le ministère a donné son aval pour ce choix-là. Mais comme tu le mentionnes, Jean, il faut également avoir un plan de compensation et même fournir des garanties financières. Au niveau du plan de compensation, mais vous voyez que le projet de Mines Arnaud cohabite avec la ZEC Matimec.
Et ce qui est prévu comme plan de compensation, c'est d'utiliser un lac qui est à 150 km au nord-ouest de cette île actuellement, où il n'y a pas de poissons, où ce que Mines Arnaud s'engage à ensemencer le lac et à produire des frayères, à mettre en place des frayères. Donc, ça permet à la ZEC d'offrir justement, ça augmente son offre de pêche sportive et ça permet de recréer de la vie, là, actuellement, où il va y avoir une destruction de milieu, où il va y avoir, oui, une destruction au niveau environnemental, au niveau de la flore, de la faune et de la vie marine, mais finalement de recréer cette vie-là ailleurs, accessible par la route. Hey, c'est pas simple, ouvrir une mine au Québec, hein? On a des lois assez complexes, mais nécessaires quand même pour protéger l'environnement, pour aller chercher l'acceptabilité sociale de ces projets-là aussi. Ben moi, ce que j'ai pris à la lecture justement du règlement, c'est même la ZEC Matimec qui est venue confirmer au ministère que finalement les plans d'eau qui sont situés autour du projet minier, mais c'est plutôt des étangs, c'est plutôt des petits ruisseaux, ce que c'est pas des effluents de l'envergure, exemple de la rivière Hall, c'est beaucoup plus des petits effluents. Mais c'est peu ou pas pêché, et aussi, mais il y a justement, c'est difficile d'accès. Donc, on vient remettre de la vie ailleurs, où il y a de l'accès au territoire. On vient remettre peut-être plus de vie actuellement, où ce qu'il y en a actuellement dans les plans d'eau actuels. Et ça, mais c'est vraiment favorable pour le projet. Bon, les gens de la ZEC Matimec, ils sont vraiment dans le secteur, ils sont bien placés pour évaluer où est-ce que les gens pêchent vraiment, puis où est-ce que ça va déranger et où ça peut déranger moins. En terminant, Steve, on peut le dire, tout ça, là, ce processus-là, il y a une publication là-dedans qui est disponible sans doute là sur le site Internet. C'est une publication officielle au niveau du gouvernement du Canada, donc c'est sur le site de la Gazette du Canada. Jusqu'au 2 janvier 2018, d'ailleurs, il y a comme une espèce de consultation, là. C'est un processus qui est totalement transparent. Vous voyez, j'ai lu l'étude ce matin à partir justement des liens au niveau du site Internet. Et Mines Arnaud n'est pas la seule entreprise. Hein. On le voit dans beaucoup d'autres domaines. Exemple, qu'on parle le port de Sept-Îles qui a offert justement suite au dragage, des mesures de compensation. Mais même le port, exemple, ensemence des algues à quelque part dans la mer pour refaire de la vie dans les sites où il y a eu du dragage. Donc, vous voyez que Mines Arnaud s'inscrit entièrement dans ce processus de qualité environnementale. Ouais. Et l'adresse du site Internet, elle est très, très, très longue. Ça se dit pas à la radio. Mais cherchez du côté de la Gazette du Canada ou du ministère des Pêches et des Océans, qui a également une section là ou un document sur Internet sur la conformité du projet Mines Arnaud. Steve Chapado, un gros merci, encore une fois, de suivre de proche l'actualité dans le domaine des mines pour nous. Merci à vous. Au revoir. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie des Jardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. À 13h pile, on vous dit merci d'avoir été là ce midi. Jean, bien sûr, demain, c'est une autre édition de Côte-Nord Attitude qui s'en vient. On s'entretient entre autres avec le président directeur général d'ArcelorMittal pour parler de tous les projets d'Arcelor, tant dans le Nord qu'à Port-Cartier, à l'usine de bouletage. Monsieur Pierre Lapointe sera notre invité demain à Côte-Nord Attitude. Voilà, nous, on vous souhaite un excellent après-midi. Merci d'avoir passé l'heure du lunch avec nous. Et on vous souhaite bien sûr d'être prudent. Biez-vous chaudement aussi, c'est pas chaud à l'extérieur.